À la une de l'actualité, ce dimanche, 500 millions de francs CFA pour contribuer à renforcer les capacités de l'institution en charge du contrôle des finances publiques. Le taux d'exécution des différents projets de la Cour des comptes varie entre 60 et 100%. Bilan du parc CC en début de journal. À suivre également dans cette édition un début de solution au phénomène de grossesse précoce et mariage d'enfants en milieu scolaire. Le département de l'éducation a désormais un guide d'orientation et de coordination des actions axées sur la sensibilisation. Et puis la rubrique Une semaine à Bitou s'achève avec un cours d'histoire sur les Moussé. Yenenga, la conquérante venue de Gambagar, aurait séjourné à Zambadega, une localité de la commune de Bitou. Nous y serons dans un instant. Le processus de renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina est en cours pour des élections consulaires de 2021. Les membres de la commission d'organisation, le président des membres de la commission d'organisation, Bernard Zougouri, sera tout à l'heure sur ce plateau. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Professionnalisme et bonne tenue des comptes, la Cour des comptes donne l'exemple et se veut la référence en matière de contrôle des finances publiques. Plus de 1600 comptes apurés en moins de 2 ans, une performance record grâce au Parc CC, le projet d'appui au renforcement des capacités de la Cour des comptes du Burkina Faso. Explication de Adama Gueti et Isia Kanana. À quelques mois de la clôture du projet d'appui au renforcement des capacités de la Cour des comptes, l'heure est au bilan pour le comité de suivi. Après 2 années effectives de mise en œuvre, les différents acteurs passent donc ici en revue les acquis du projet. C'est une rencontre pour également arrêter de façon consensuelle le chronogramme des activités restant à mener, non sans envisager des perspectives. Sur le plan juridictionnel, nous avions autour de plus de 1900 comptes qui étaient en attente de jugement. Et à la date d'aujourd'hui, il ne reste qu'à peine 300 comptes qui restent en instant de jugement. Pratiquement tous les comptes de 1963 à 2016 ont été entièrement jugés ou apurés. Donc c'est un grand apport. Et cela nous permet donc d'arriver donc à nos comptes contemporains, comme nous aimons le dire, et par conséquent de faire donc des contrôles beaucoup plus pointueux et surtout de faire un contrôle par rapport à la réglementation actuelle. En matière d'audit, vous avez eu pas mal d'activités que nous avons eu à mettre en œuvre et vous avez aussi l'appui matériel. Le projet d'appui au renforcement des capacités de la Cour des comptes du Burkina Faso a été financé à près de 500 millions de francs CFA par l'Union européenne et l'État burkinabé. L'ambition affichée, faire de la Cour des comptes à l'horizon 2023 une institution de référence en matière de contrôle des finances publiques tournée vers le professionnalisme, l'excellence et la promotion de la bonne gouvernance. 3 projets exécutés avec satisfaction. Les membres du comité de revue du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique qui tenait vendredi les premières sessions de l'année 2021 se félicitent des résultats engrangés. Mais les défis en matière de développement de l'économie numérique sont toujours énormes pour le Burkina. Maïmouna Traoré. Les participants à cette session du programme budgétaire développement d'infrastructures de communication électronique auront à examiner le niveau de mise en œuvre financier et physique à la date du 30 juin de 3 projets. Il s'agit du projet Backbone national de télécommunications, du projet régional ouest africain d'infrastructures de communication et du projet d'appui au développement des technologies de l'information et de la communication au Burkina Faso. À l'analyse et selon le responsable du programme, les résultats sont satisfaisants. En moyenne, sur les 3 projets actifs, on peut voir que le niveau de réalisation atteint 63% en termes de réalisation sur le terrain et au niveau de l'exécution budgétaire autour de 30%. Mais cela s'explique parce qu'une fois que les travaux sont réalisés, les paiements sont soumis à procédures qui prennent un peu plus de temps. Autrement dit, en tout cas, on est satisfait donc du niveau de réalisation et c'est dans l'ensemble, pour les 3 projets, près de 11,8 milliards qui ont été effectivement dépensés pour exécuter ces projets-là sur les 6 premiers mois de l'année. Le comité de revue de ce programme budgétaire aura à examiner les recommandations formulées au cours des sessions antérieures, les difficultés rencontrées et à faire des propositions dans le but d'améliorer les performances au cours des 6 prochains mois.
L'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales veut se doter des nouveaux plans stratégiques 2022-2024. Les techniciens se sont réunis à Bobo-Dioulasso pour élaborer un nouveau document qui servira de base pour la mise en œuvre des activités de l'agence pour les prochaines années. Le directeur général de l'agence y était également. Le point avec Césaire Carfo et Moumouni Soubeiga. Les techniciens de l'ADCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, en conclave à Bobo-Dioulasso. Ils sont à la recherche d'un nouveau plan stratégique qui couvre la période 2022-2026. Dans ce processus d'élaboration du plan, l'ADCT se fait assister par des experts externes. Objectif, aboutir à un document de qualité qui sera la boussole dans l'exécution des grands chantiers de l'institution pour les 4 prochaines années. C'est de pouvoir mesurer le niveau d'atteinte en fait des résultats qui étaient escomptés dans le plan stratégique 2017-2021. Il s'agissait également de mettre à nu les différentes insuffisances lors de la mise en œuvre justement de ce plan stratégique-là pour l'élaboration du nouveau plan. Je suis en accompagnement du plan stratégique à venir. À l'issue de ce plan stratégique, d'un plan de développement institutionnel, c'est-à-dire quel type d'organisation qu'il va falloir mettre en place, et on parle des structures, on parle des ressources humaines, on parle des procédures, des outils. Et pendant ce temps, les acteurs de la chaîne financière de l'institution font le bilan à mi-parcours de l'exécution du budget de l'agence. Un budget qui se chiffre à environ 6 milliards de francs CFA. En décembre 2020, on avait élaboré notre budget sur la base d'un nouveau référentiel qui a été adopté en 2019. Et en mars 2021, une note circulaire de Minefid venait nous rappeler en tout cas de revoir notre nomenclature budgétaire sur la nomenclature budgétaire de 2008. Donc il fallait revoir en tout cas ce budget-là pour l'adapter. Toutes les équipes reçoivent la visite du directeur général de l'Agence nationale d'appui aux collectivités territoriales. Bruno Dipama est là pour les féliciter pour le travail abattu. Il les encourage à poursuivre les activités afin de doter de l'ADCT des documents de qualité pour mieux accompagner les collectivités territoriales dans leur quête de développement. On en vient à la page entretien de ce journal. Le lancement officiel du processus électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est intervenu le 16 juillet dernier avec l'installation des organes en charge de l'organisation. Merci, Monsieur Bernard Zougouri, d'être avec nous pour en parler. Monsieur Zougouri, quels sont les attributs des organes mis en place il y a juste des semaines? Merci, Monsieur Diadan, de nous donner l'opportunité de parler des élections consulaires. Alors, disons que le processus a été officiellement lancé le 16 juillet. Et avec l'installation, bien sûr, des membres des 2 commissions, à savoir la commission d'organisation des élections consulaires et la commission de contrôle des listes électorales. Alors, depuis ce 16 juillet, des activités ont été menées déjà. Le but final, c'est de pouvoir renouveler les mandats des élus actuels qui siègent. Et les élections auront lieu le 14 novembre 2021. Il est prévu 170 sièges d'élus pour les présentes élections consulaires. Tout à fait. Alors que pour la mandature écoulée, on avait 151. Pourquoi? Alors le nombre a augmenté cette année. Pourquoi? Parce que, et comme vous l'avez constaté, la mandature passée, on avait des délégués régionaux qui siégeaient au niveau des différentes régions. Alors, maintenant, pour mettre fin à la différence de pouvoir, il a été décidé que désormais, les délégués, la suppression d'abord des délégués régionaux, et nous aurons maintenant, en plus, les 19 délégués régionaux seront reversés au niveau de l'Assemblée générale et ils deviendront des élus en plein pouvoir qui auront la voix délibérative au niveau de l'Assemblée consulaire. Alors, donc, ce qui fait que le nombre a augmenté de 151 à 170, puisque les 19 délégués régionaux n'existent plus et ils sont devenus maintenant des élus consulaires. 170 élus consulaires seront élus. Tout à fait. Dès le 14, vous l'avez annoncé. Tout à fait. On a bien envie de savoir quel est le rôle d'un élu consulaire. Alors l'élu consulaire, il faut savoir que c'est d'abord un opérateur économique, un chef d'entreprise, que ce soit un mandataire d'une personne morale, alors qui est là pour défendre les intérêts des entreprises.
Et ce qu'il faut se dire aussi que le pouvoir, la fonction d'élu consulaire est bénévole, elle est gratuite. Donc, ils sont là pour défendre les intérêts des entreprises et en même temps jouer d'intermédiaire entre le monde privé, le monde des affaires et puis le pouvoir. Alors, en quelque sorte, ce sont les représentants du monde des affaires, les représentants des entreprises. Et cela est vraiment nécessaire parce que nous savons que dans les différentes catégories, il y a des difficultés qui se posent au niveau de nos opérateurs. Donc, c'est vraiment une tribune pour ces élus de défendre, bien sûr, leurs intérêts sur le plan national, en tout cas dans toute l'économie, pour que le secteur privé puisse aller de l'avant. Ces élus-là sont des porte-parole en quelque sorte du secteur privé. Tout à fait. Qui peut prendre part à ces élections? Et d'abord, il peut être un opérateur économique qui exerce bien sûr dans l'une des 3 catégories couvertes par la Chambre de commerce, à savoir le commerce, l'industrie et le service. Alors, ça peut être une personne physique qui dirige ses propres affaires, un chef d'entreprise. Ça peut être aussi des mandataires des sociétés des personnes morales, mandataires des personnes morales, PDG, DG, et qui peut bien sûr se présenter. Et puis, voilà, donc c'est tout ça là qui forme le monde économique, le monde des affaires. Le début des dossiers, c'est prévu début août. Tout à fait. Pour un candidat qui veut bien se présenter, oui. C'est quand et quel dossier faut-il présenter? Alors, effectivement, l'ouverture des listes à partir de demain, déjà le 2 août, ça démarre. Les listes sont ouvertes dans pratiquement toutes les provinces. Et ça va prendre une vingtaine de jours, du 2 au 22 août. Alors, les pièces à fournir, il y a d'abord la carte nationale d'identité burkinabé légalisée, photocopie légalisée. Il y a le numéro IFU, l'identifiant unique, c'est-à-dire l'IFU, pour savoir effectivement si tu es reconnu. Il y a l'attestation, c'est-à-dire qu'il faut un document qui atteste que tu exerces également, effectivement, dans l'une des catégories et que la Chambre de commerce couvre actuellement, savoir le commerce, l'industrie et puis les services. Alors voilà, peut-être les problèmes d'âge, non, et moins de 18 ans au minimum, quand même, tu peux être électeur. Voilà, qui est bien dit. Merci, M. Bernard Zougouri, pour toutes ces informations relatives au processus de l'élection consulaire. Restez avec nous pour la suite du journal. Plus de 71 milliards 508 millions de francs CFA réservés par la société minière Amgol et Sakan SA aux collectivités territoriales du Burkina en guise de fonds miniers de développement local. L'information est donnée aux hommes de médias. Le mode de collecte et de redistribution de ces ressources et l'utilisation de ces fonds également expliqué aux membres du réseau Action des journalistes sur les mines. C'était vendredi dernier à Kaya. Vincent Kenderbego. L'air visiblement attentif pour mieux cerner les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent le fonctionnement, la collecte et la redistribution du fonds minier de développement local, des taxes superficiaires et la patente aux collectivités territoriales. C'est ce module développé par le secrétaire permanent de la Commission nationale des mines qui a introduit des séries de communications à l'intention de ces journalistes s'intéressant à l'activité minière. Une vingtaine d'hommes de médias de Ouagadougou et de la région du Sahel sur les bancs à Kaya à l'initiative du réseau Action des journalistes sur les mines AJM. Objectif affiché, mieux s'outiller pour mieux investiguer et porter par leur plume auprès des publics cibles l'information juste en lien avec la contribution des mines au développement local. Et notre souci aujourd'hui, c'est l'utilisation que les collectivités bénéficiaires veulent en faire de cet argent. Donc c'est d'outiller les journalistes, le cadre juridique, et les sommes déjà collectées, à quoi doivent servir normalement ces revenus collectés là. Cette session d'amélioration des performances en matière de production journalistique sur les mines est bâtie autour du thème central mines et développement local, cas de la zone d'intervention de Ayamgol et Sakan SA. Et ce sont entre autres le président du Conseil régional du Sahel et les élus des communes directement impactées qui ont été sollicités par l'AJM pour donner des explications et des témoignages sur les fonds perçus et leur utilisation. Que l'ensemble de Burkinabé sache qu'il y a de bonnes choses qui sont faites et que ces fonds-là, il doit y avoir de la traçabilité dans leur utilisation et qu'il est possible de voir où est-ce que chacune des communes du Burkina, là, quand elle reçoit, qu'est-ce qu'elle en a fait avec.
À la lumière des enseignements tirés de cette formation, les membres de l'AJM, Action des journalistes sur les mines, entendent produire des reportages pour mieux éclairer le public sur la redistribution et l'utilisation des revenus miniers aux collectivités territoriales du Burkina. Voilà la contribution de l'ensemble des mines exerçant au Burkina Faso pour le fonds de développement minier est évalué à 11 milliards 500 millions de francs CFA. Le Conseil national de l'eau a aussi tenu sa 38e session ordinaire à Koudougou. 3 dossiers étaient à l'ordre du jour, dont le plan national, le plan d'action 2021-2025 du programme national pour la gestion des ressources en eau. Les précisions de Amadou Ilboudou et Estelle Judith Assogba. Depuis un certain temps, les ressources en eau au Burkina Faso font face à de nombreux problèmes. Des problèmes liés, entre autres, au changement climatique, à l'accroissement de la demande, à la dégradation de la qualité des eaux et au phénomène de pollution et de conflit d'usage pour le partage de la ressource. À cette 38e session ordinaire du Conseil national de l'eau, les acteurs clés se penchent sur ces questions. Objectif, trouver des voies et moyens en vue d'améliorer davantage la protection des ressources en eau et pour mieux prendre en charge les questions d'assainissement dans les différentes villes. Pour réussir cette mission, 3 dossiers clés sont soumis à leur appréciation. Le plan d'action 2021-2025 du PNJ vise à contribuer à la disponibilité de l'eau pour le bien-être social, l'eau potable, le développement économique, les secteurs pour lesquels l'eau est un facteur de production et la durabilité environnementale. Quant au plan d'action 2021-2025 du PPS, il s'articule autour d'objectifs opérationnels correspondant aux principaux défis majeurs en matière de gouvernance du sous-secteur eau et assainissement. Le décret sur la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta vise un meilleur encadrement de la gestion de l'assainissement des eaux usées et excréta. Plusieurs activités sont déjà définies dans ces 3 documents et l'avis de ces acteurs clés est requis en vue de passer à l'étape suivante qui est leur validation. Alors chaque structure a proposé pour les plans nationaux des activités à mettre en œuvre pour justement dans le cadre de l'agir satisfaire les besoins en eau réglementés et donc les usagers et les usages. Donc il suffit maintenant, nous allons regarder pour voir quelle contribution surtout il faut apporter pour que ces plans-là se mettent en œuvre. Toutes les couches socio-administratives prennent part à cette session et elles ont 48 heures pour prendre des décisions importantes pour une meilleure exécution des différents programmes au profit des populations. Le projet de promotion de l'éducation postprimaire des jeunes filles dans la région du centre-ouest s'achève. Sa cible, les filles des classes de 6e et de 3e, 140 d'entre elles ont décroché leur BEPC cette année. On en sait plus avec Urbain Bilutosomé et Vincent Kedribiogo. L'éducation de la jeune fille chantée en chœur dans une ambiance bon enfant. Et ça se passe à l'atelier bilan du projet de promotion de l'éducation postprimaire des jeunes filles dans la région du centre-ouest. Dans ce projet, l'UNICEF et la Fondation Occitane ont accompagné la scolarisation de 450 jeunes filles sur une période de 4 ans, allant donc de la 6e à la 3e. Et ce sont des filles qui ont été identifiées selon les critères de vulnérabilité, selon un processus qui est allé depuis les écoles, en impliquant les directeurs d'école, pour identifier dans les villages des filles qui n'auraient pas pu aller en 6e si rien n'était fait. Après les examens scolaires qui viennent de s'achever, les acteurs de l'éducation au niveau régional dressent un bilan de ce projet qui arrive à son terme. Nous avons enregistré 43-34% de taux de succès des filles qui ont été présentées au BPC. Et le taux national nous donne 27%. Et vous convenez avec moi que 43 est largement au-dessus du taux national. Donc il y a un motif de satisfaction par rapport au projet.
Le verre est donc à moitié plein. Reste que des difficultés comme le cas des grossesses ont marqué le projet qui aurait pu produire des résultats plus éclatants. La directrice régionale des enseignements post-primaires et secondaires, Bernadette Zongo, souhaite qu'une telle initiative se poursuive pour encore assurer l'éducation de ces filles qui ne l'auraient pu par leurs propres moyens. Vincent, vous l'avez dit, les grossesses en milieu scolaire est un obstacle majeur à la réussite de la jeune fille. Après plus d'une décennie de réflexion sur la problématique de la sexualité précoce en milieu scolaire, la solution est peut-être là. Un travail en synergie entre plusieurs acteurs entamé depuis 2009 qui a finalement abouti à la rédaction d'un guide d'orientation et de coordination des actions de prévention et de gestion des grossesses et de mariage d'enfants en milieu scolaire. Le document a été remis cette semaine au ministre en charge de l'Éducation nationale pour servir de référentiel en matière de sensibilisation. Témoignage de Lassina Ouattara et Issia Kanana. Et de deux pour le camp d'idéation de l'incubateur digital de l'université professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou, Incube UO. Pendant 5 jours, ces étudiants porteurs de projets vont apprendre les indispensables de l'entrepreneuriat, du réseautage à la formulation et la présentation d'une idée de projet, en passant par la construction du modèle économique. L'idée, c'est de pouvoir justement qu'ils puissent présenter les idées devant un jury et on pourra effectivement voir et sélectionner certains qui vont être accompagnés par l'incubateur. Mais au-delà de cela, certains qui vont aller au Luxembourg aussi pour aller participer à une compétition internationale à ce niveau-là. Avec l'ambition de faire de ces lauréats des entrepreneurs. Et c'est là l'une des matérialisations de l'engagement de l'université professeur Joseph Kizerbo à trouver des alternatives à l'employabilité des jeunes, en plus de ses missions premières, la formation et la recherche. Et nous sommes conscients du fort potentiel du digital et son impact sur les différents secteurs d'activité, mais également sa production au plan économique et social. Et autre chose, c'est que les étudiants, en dehors des amphithéâtres, la formation, ils trouvent un autre cadre pour pouvoir exprimer leurs talents. Des talents qui se sont laissés apprécier à la première édition en 2019, avec à l'arrivée une dizaine d'entreprises mises sur le marché burkinabé selon les responsables de l'incubateur. Le lauréat de la première édition du camp d'idéation a du reste remporté le concours d'idéation de l'université de Luxembourg. Voilà, après un clin d'œil sur l'incubateur digital UCUBE UO, c'est donc un camp d'idéation pour renforcer et accompagner les étudiants porteurs de projets. Il s'agit donc de leur donner des rudiments sur l'entrepreneuriat. Nous parlons cette fois d'une semaine à Bitou, je le disais, l'histoire de la princesse Yenenga et de Rialé nous est contée à Zabadega où leur tombe est érigée en site culturel. De la rencontre entre la conquérante Yenenga et le chasseur Rialé, Souleymane Senou et Sekou Zongo en parlent dans ce reportage. Voici le lieu où la princesse Yenenga et le chasseur Rialé se seraient rencontrés vers les années 1100 pour engendrer leur fils Ouedraogo, l'ancêtre des Mossé. Selon d'autres sources, ce site aujourd'hui appelé Zambadega est plutôt le lieu où seraient enterrés Rialé et Yenenga. Ayant hérité de l'histoire par le truchement de l'oralité, chefferie coutumière et personnes ressources multiplient les témoignages qui pour expliquer, qui pour apporter des précisions. Yenenga et Rialé se sont rencontrés bien sûr à Bitou et ils ont mis au monde le Ouedraogo. Par la suite, ils l'ont amené à Gambara chez son grand-père. Et celui-là lui a doté de tout ce qu'il faut pour être un roi. Et par la suite, quand ils sont revenus, Ouedraogo, bien sûr, a continué sur Tankorgo
pour fonder son royaume. Le tout premier royaume Mwaga de Tenkodgo étant ainsi créé, Lialé et Yenenga seraient restés sur ce lieu, Zambadega en langue Bissa, ou qui s'approchera pour voir en français, raconte l'actuel chef coutumier dont la compétence administrative couvre la zone. Tout ce que nous savons, c'est que Rialé et Yenenga reposent dans ces lieux. Mais nous ne sommes pas en mesure de vous dire exactement où se trouve leur tombe. C'est pourquoi nous respectons cet espace. Il y a des tombes partout et il est interdit toute exploitation à des fins personnelles. Pas de précision exacte sur l'emplacement des tombes de Rialé et Yenenga à Zambadega, mais selon les témoins, les événements surnaturels sur ces sites sont des preuves irréfutables d'une présence mystique. L'histoire de ces lieux demeure un mystère. Beaucoup de gens la racontent et nous ne faisons qu'écouter. Ce terrain est vraiment mystérieux. Je le confirme parce que moi-même j'ai été témoin d'une scène extraordinaire. Un jour, alors que j'étais en compagnie de quelques enfants du village, nous avons vu un cheval traîner dans les parages. L'animal a ensuite disparu, on ne sait comment. Et ses traces n'étaient plus visibles. Mythe ou réalité, ici, en tout cas, l'on y croit dur comme fer. L'histoire de Zambadega et celle de l'ancêtre des Mossé sont intimement liées. Le souhait de tous, d'ailleurs, c'est que le site soit reconnu, protégé et valorisé pour la postérité. Merci Sekou Zongo pour tous ces reportages durant la semaine à Bitou. Ainsi s'achève ce journal. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. Une autre équipe vous retrouve dès demain à 13h avec toujours le même plaisir d'informer. À bientôt.